La lumière blanche est formée des rayonnements comportant toutes les radiations du domaine du visible. Lorsque ces rayons lumineux touchent un objet, selon sa composition chimique, certaines radiations vont être absorbées et d'autres diffusées et éventuellement reçues par nos yeux. Ces radiations vont définir le ton et l'intensité des couleurs que notre œil va absorber. Tout d'abord, les radiations entrent dans l'œil. Pour éviter l'éblouissement, l'iris contrôle le flux des radiations pouvant passer en élargissant ou rétrécissant son ouverture. Ensuite, les radiations passent au travers du cristallin. Celui-ci sert à les focaliser sur la rétine. La rétine réagit comme un capteur, elle est composée de milliers de cônes et de bâtonnets appelés plus généralement photorécepteurs, qui réagissent à la présence de lumière en émettant des signaux qui sont par la suite transmis au cerveau par le nerf optique. La rétine de chaque œil peut être divisée en deux parties. Dans l'œil droit, la partie latérale qui reçoit la lumière provenant du côté gauche du champ de vision, et la partie nasale qui reçoit la lumière provenant du côté droit de l'œil, et inversement pour l'œil gauche. Les nerfs optiques de chaque partie se croisent dans le chiasme optique du cerveau, et ensuite continuent leur chemin dans des tractus optiques jusqu'au lobe occipital, l'aire visuelle du cerveau situé au dos de la tête. Ces nerfs se croisent et se joignent en sorte que la partie droite du lobe occipital reçoit les signaux venant de la partie nasale de l'œil gauche et de la partie latérale de l'œil droit, et inversement pour la partie gauche du lobe. Mais ceci ne permet pas de voir des images en mouvement. Parlons de la persistance rétinienne. Le phénomène de persistance rétinienne est à la base du fonctionnement du cinéma, du dessin animé et de l'animation en général. Il fut observé par Léonard de Vinci lors de la Renaissance, mais ne fut démontré qu'en 1825 par Michael Faraday. La persistance rétinienne est la capacité de l'œil, interprétée par le cerveau, à superposer une image déjà vue aux images que l'on est en train de voir. Elle résulte du temps de traitement biochimique des signaux optiques par la rétine et le cerveau. En effet, la rétine est composée de cellules photoréceptrices telles que les cônes. Ces cellules sont capables de capter des stimuli lumineux grâce à leur pigment appelé iodopsine. Ce pigment, en présence de lumière, se décompose en deux substances, l'opsine et le rétinal, qui seront traduites en un message nerveux envoyé au cerveau par le nerf optique. Cette décomposition est une réaction qui dure environ 1/12 à 1/16 de seconde. La durée de cette réaction peut être encore plus longue, car elle augmente avec la luminosité de l'image observée. L'excitation des cellules visuelles persiste pendant 7 fractions de seconde, ce qui explique la superposition d'images fixes qui se succèdent suffisamment vite pour donner l'illusion du mouvement. C'est pourquoi un objet qui se déplace très rapidement nous apparaît flou, et cela explique aussi l'impression de mouvement fluide qu'ont des images qui défilent à plus de 16 par seconde. Ces notions physiques et biologiques ont permis à des artistes et scientifiques d'animer leurs dessins, mais avec des moyens différents suivant la technologie du mouvement. Commençons donc par la technique de base, celle du dessin sur celluloïd. Cette méthode consiste à dessiner sur des feuilles transparentes d'acétate de cellulose, chaque feuille correspondant à de différents éléments du dessin animé. Le premier à utiliser ce support est Raoul Barré en 1910, à New York. Ce sont par la suite les Américains Earl Hurd en 1914 et John Randolph Bray en 1915 qui brevettent cette technique. Le celluloïd était fait de nitrate de cellulose, qui était par contre très toxique et inflammable, et a donc été remplacé par l'acétate de cellulose. Les feuilles celluloïdes, appelées feuilles de cellulo, sont posées sur un fond transparent ou non, qui illustre un décor qui ne sera pas animé. Ainsi, les éléments dessinés sur cellulo apparaissent comme faisant partie du décor lorsqu'ils sont posés. De plus, plusieurs cellulos peuvent être superposés à la fois, ce qui permet une économie de temps et de travail. Ainsi, on anime séparément les différents membres d'un personnage, et tous les éléments découpés peuvent être stockés pour être réutilisés dans une autre scène ou un autre film. Cette technique s'appelle l'animation simplifiée. Une autre technique élémentaire chez le dessinateur d'animation est l'animation planifiée, qui consiste à dessiner sur un plan de fond la ligne directrice du mouvement principal d'un objet. Ceci permet de mieux contrôler les mouvements que l'on dessine. Par contre, il ne suffit pas de faire défiler les images sur du papier, il faut pouvoir les visualiser. Pour cela, on a inventé la projection cinématographique. Le principe de la projection cinématographique est de projeter les images d'un support pellicule sur un écran blanc grâce à un projecteur. Le support sur la bande pellicule est une longue bande de film noir. Elle est composée d'une multitude de divisions en rectangle, le format le plus utilisé est du 16 sur 32 mm. Sur ce long film plastique se trouve une gélatine composée de plusieurs pigments de couleur réagissant à la lumière, nous permettant ainsi de prendre des photos ou des vidéos si l'on enchaîne plein de photos prises à la suite. Ces bandes pellicules peuvent donc être projetées sur un écran à l'aide d'un projecteur. Pour projeter l'image, cet appareil est tout d'abord équipé d'un arc électrique qui n'est rien d'autre qu'une source lumineuse très intense, produisant énormément de lumière. Ce vaisseau de lumière est à la fois dirigé et filtré par un miroir, pour orienter les vaisseaux lumineux vers la bande pellicule
et enlever les rayons infrarouges qui peuvent abîmer la pellicule. On veut obtenir l'effet phi, qui fait que ce que nous voyons paraît fluide, et éviter un phénomène de filage, qui est l'impossibilité au cerveau d'interpréter un mouvement fluide en raison du mouvement des images. Le système par croix de Malte est donc nécessaire. La croix de Malte est un système mécanique permettant de transformer un mouvement de rotation constante en une rotation saccadée. Grâce à cela, chaque image présente sur la bande pellicule reste immobile pendant une fraction de seconde avant de passer à la suivante. De plus, il est nécessaire d'y avoir un obturateur qui vient s'interposer entre le rayon lumineux et la bande pellicule lorsqu'il y a changement d'image et qui laisse passer le rayon lorsque l'image reste fixe. Grâce à cela, on évite encore une fois un phénomène de filage. Pour finir, le rayon lumineux ayant donc été filtré par la bande pellicule, finit par être focalisé sur un écran qui n'est rien d'autre qu'une surface plate et blanche. Sur cet écran, les images apparaîtront et défileront, et grâce au phénomène de diffusion, pourront être captées par notre œil. Par contre, dû au problème de qualité et de maintenance de la pellicule, des avancées dans la projection ont été faites. Ainsi, vous aurez remarqué que de nos jours, on n'utilise que rarement les projecteurs. Nous sommes passés au numérique. Ce moyen de projection reprend les fondements de la projection cinématographique. On utilise pour cela des écrans pixelisés. Ces écrans sont divisés en une multitude de petites unités lumineuses appelées pixels. Ces pixels sont eux-mêmes divisés en trois parties, dans lesquelles sont contenus de différents liquides émettant une lumière, soit bleue, verte ou rouge, lorsqu'on y fait passer une certaine quantité d'électricité. Comme ces sous-unités sont trop petites à distinguer pour l'œil, nous pouvons émettre presque toutes les couleurs possibles, par synthèse additive des trois couleurs des bases présentes dans chaque pixel. Ainsi, comme chaque écran est formé de plusieurs milliers de pixels, il est possible de former des images. Grâce à des programmes d'ordinateur, il est même possible d'en faire défiler sur l'écran, rendant possible la création d'images animées. Cette nouvelle méthode est plus pratique, car elle coûte moins cher en matériel, il y a moins de risques d'incendie, et il est désormais plus rapide de créer des animations, grâce à des logiciels qui font les calculs à la place de l'artiste. Malgré le besoin d'équipements avancés, cette technique se répand et se mondialise très vite. Cette dernière méthode de projection nous permet même d'aller jusqu'à l'animation en 3 dimensions, mais avant de parler de cela, revoyons quelques notions biologiques. Réellement, ce ne sont pas les yeux qui voient en relief, mais plutôt le cerveau qui arrive à interpréter la profondeur des images qu'il reçoit grâce à certains critères. Nous arrivons à distinguer les distances avec un œil seulement, grâce à des informations prises inconsciemment par le cerveau pour restituer mentalement une impression de relief. Le cerveau interprète les ombres des objets pour connaître leur profondeur, ainsi que leur position dans l'espace par rapport aux objets qui les entourent. Ensuite, dans un paysage, les objets plus ternes auront l'air plus éloignés à cause de l'imparfaite limpidité de notre atmosphère. Finalement, il observe aussi la taille de l'image dans l'objet par rapport à une estimation de sa taille réelle, et en déduit la distance de l'objet. Ainsi, les objets considérés trop petits auront une apparence lointaine. Ceci est aussi appelé la perspective. L'animation en 3 dimensions, elle, repose en particulier sur la stéréovision artificielle qui donne l'illusion d'un relief. Parlons d'abord de la vision en relief naturelle. Le cerveau parvient aussi à créer du relief à partir de 2 images différentes qui lui sont envoyées par les yeux. Ceci s'appelle la fusion mentale et est opérée par les aires visuelles situées dans la région occipitale du cerveau. Nos yeux ne voient pas exactement la même chose car elles ne sont pas situées au même endroit. C'est le phénomène de parallaxe. Ce principe des 2 images que l'on voit en même temps, appelé la stéréovision, est utilisé dans l'animation pour créer une illusion optique de relief. C'est donc cette illusion que l'on appelle la stéréovision artificielle, car le procédé oblige les 2 yeux à voir des images différentes. Nous allons étudier la technique qui utilise les lunettes à filtre, généralement vert et rouge ou bleu et rouge, associées à des illustrations appelées anaglyphes. L'œil derrière le verre rouge ne verra que les images en vert, et l'œil derrière le verre vert ne verra que ce qui est rouge. Ces images sont prises avec un appareil photo à 2 objectifs, qui simulent ainsi les 2 images perçues par nos yeux. On extrait ensuite les composantes rouges de la première photo, et les composantes bleues et vertes de la deuxième photo. Et on les superpose ensuite, pour obtenir un anaglyphe. Vu avec des lunettes à filtre, on a l'impression que ces photos possèdent une profondeur. Nous avons donc vu l'évolution des techniques du dessin animé, ainsi que les notions scientifiques de base sur lesquelles elles reposent. Mais le dessin animé continue encore aujourd'hui à évoluer, afin de permettre une illustration vivante qui a un maximum d'impact sur les spectateurs. J'espère que notre explication a été claire et appréciable. Au revoir.